Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Bienvenue sur Braise Fox Radio dans votre émission presque culte maintenant, un invité sur la braise. Aujourd'hui, un invité vraiment atypique puisqu'il s'agit de monsieur Erwan Devez, alias Deschan. Mais je vous en dis pas plus, juste vous dire que c'est un personnage atypique et il va se présenter. Bonjour Erwan. Bonjour Avel, donc effectivement je m'appelle Erwan Devez, donc j'ai un deuxième nom, un nom d'artiste en fait qui s'appelle Deschan. Deschan, c'est une ville du Kosovo, de l'ouest du Kosovo où j'ai travaillé assez longtemps, il y a quelques années pendant le conflit armé. C'est une ville où j'ai vécu beaucoup de souvenirs pas forcément très gais et quand il s'agit de chercher un nom d'artiste, c'était évident que c'était cette ville-là et pas un autre nom. D'accord. La question qui me vient tout de suite à l'esprit, tu viens de dire que tu as travaillé dans cette région en conflit, mais dans quel cadre tu as travaillé ? Alors, j'ai travaillé pour la Croix-Rouge internationale, le comité international de la Croix-Rouge, donc qui travaille dans les pays en guerre. Donc pendant en fait une dizaine d'années, j'ai travaillé pour le CICR, donc à travers différents pays. J'ai commencé en Afghanistan, Pakistan, ensuite l'ex-Yougoslavie, la Serbie, le Kosovo, l'Albanie. Ensuite, je suis reparti en Afrique, dans l'est de l'Afrique, Somalie, Kenya, Éthiopie. Et pour finir en Suisse, en fait, au siège du CICR. D'accord. Et quelle était ta fonction ? Je suis curieux. Hein. Oui, non, mais tu vas passer la moulinette. Non, mais en plus, surtout que c'est des métiers atypiques. Quand j'étais sur le terrain, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans les prisons. Le mandat de la Croix-Rouge est de visiter donc toutes les personnes qui sont arrêtées en relation avec le conflit armé. Donc, on va les visiter pour essayer de s'assurer qu'ils sont détenus en vertu du droit humanitaire, des conventions de Genève, etc. Bon, pour dire les choses différemment, on va les visiter pour faire en sorte qu'ils soient encore en vie la prochaine fois qu'on les visite, puisque suivant les conflits, évidemment, les conditions de détention sont très précaires et très difficiles. Ah, mais c'est hallucinant parce que là, je vois un jeune homme. Presque un jeune homme. Jeune homme de 46 ans. il a vécu, le jeune homme. Ouais, c'est un jeune homme. Quand même. Oui, tu as un sacré vécu déjà. Hein. Oui, bah cette expérience-là, ça a été extraordinaire. Ça a été dur, évidemment, sur certains points, mais c'était extraordinaire parce que c'est l'apprentissage de la guerre. Mais au-delà de ça, la guerre, c'est pas que des drames et que des mauvais souvenirs. C'est aussi des périodes de vie extraordinaires. C'est des rencontres extraordinaires. C'est un apprentissage sur soi. Quand on se confronte, on peut pas savoir comment on va réagir avant de se confronter à ça. J'en ai retiré énormément. J'ai aussi la satisfaction à ma toute petite échelle d'avoir pu être utile, d'avoir sauvé la vie de telle ou telle personne, etc. Bon bah voilà, ça fait une partie de vie. Ça fait une tranche de vie. D'accord. Que vient faire la peinture avec la guerre, avant ou après, mais... Alors en fait, le lien il est direct. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, toutes les journées, je l'ai passé en tôle, confronté à la torture, confronté à des choses évidemment, parfois à ce qui est de plus abject dans l'être humain. Donc j'ai commencé à peindre à ce moment-là en fait. Le soir, je rentrais chez moi et j'avais besoin de penser à autre chose, j'avais besoin de m'ouvrir vers d'autres choses. Et le fait de mettre de la peinture sur des toiles, ça me vidait la tête. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Donc le lien en fait, il est direct. Oui, un exutoire. Un exutoire. Mais qui peut avoir vertu de thérapie. Hein, en tout cas, c'est devenu assez vite indispensable. Et ça l'est toujours en fait. Fort heureusement, on n'est pas en situation de guerre. Quoiqu'à Dinard, on n'en est pas loin parfois. Ah, tu vois, c'est toi. J'avais fait la promesse de ne pas parler de Dinard. Mais bon, puisque tu cherches la bagarre, on y viendra. Donc je reviens sur mon fil. Donc non, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que l'on disait. Zut. on va rebondir. Oui, on parlait d'un exutoire,
Voilà, la peinture. Ouais. Plus sérieusement, donc c'est parti de ça, c'est parti vraiment d'une volonté voilà, un exutoire, la volonté d'aller, de passer à autre chose. Et puis c'est vite devenu en fait indispensable. Donc j'ai besoin de la peinture, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin d'être aussi de ce qui se rattache à la notion de création, c'est-à-dire d'être seul, de me confronter à, voilà, pour moi la peinture ça a une dimension physique très très importante. Je peins au couteau, c'est pas anodin. Je sais pas me servir d'un pinceau et j'ai aucune envie de me servir d'un pinceau. J'avais posé la question justement, pourquoi le choix du couteau? Un couteau en fait, donc tu vois comment c'est fait, il y a une partie métallique, une partie en bois, et c'est évident que le contact avec le métal donne une intensité physique que le pinceau ne donne pas, en tout cas pour moi. Et il y a une énergie donnée par la lame, donnée par voilà, cette façon de peindre qui pour moi n'existe pas avec un pinceau. Donc je peins comme ça de façon très instinctive, de façon très physique. Et j'ai cette énergie là qui est donnée par le couteau, et donc ça c'est devenu une part intégrante de ma vie, c'est-à-dire que maintenant, même si parfois par la force des choses ou par le travail etc, j'ai dû suspendre la peinture, mais elle est jamais bien loin, elle est toujours à côté. Et avant cette parenthèse humaniste et guerrière, je vais dire, est-ce que tu t'as donné à la peinture ou pas, d'autres formes d'art, avant cette expérience-là? Non, j'ai toujours aimé ça de loin, mais pas comme acteur. D'ailleurs, je pensais pas du tout être fait pour. Moi, j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait les beaux-arts, je suis complètement, j'ai appris comme ça. Je suis autodidacte. C'est très bien. Beaucoup d'autodidactes passent devant ce micro. Oui, mais c'est important. C'est important. Moi, je dis souvent, on me dit quand je parle de peinture après avec différentes personnes, on me dit ah oui, mais moi j'ose pas. Et je dis qu'une chose aux gens, c'est qu'il faut oser. Allez à Cultura, achetez une toile, prenez deux trois tubes. Et puis allez-y. Il y a pas un petit commerçant qui vend une toile. Oui. On pourrait faire de la pub là. Oui, bon, ça manque. Ça manque. C'est un commerce à ouvrir, mais ça reste compliqué comme commerce en ce moment, ce genre. Mais encore une fois, il faut oser, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que vous risquez? Vous faites un tableau, il n'est pas réussi, et alors, en dehors de faire rire vos enfants, ce sera très bien, et vous aurez déjà gagné. C'est une réussite déjà. Exactement. De faire rire les gens à travers son art. D'accord. Donc on va. Je sais que tu es bon. Non seulement tu aimes la peinture, mais en plus tu m'as confié dernièrement que tu étais un fan, faut le dire, de Léo Ferré. Oui, pour plein de raisons. Bon, Ferré pour moi et pour beaucoup est un des plus grands poètes français de tous les temps, indépendamment de son talent musical. Je veux dire, au niveau de l'écriture, c'est exceptionnel. Je suis très triste en fait du fait qu'il soit comme ça aussi oublié aujourd'hui. Il a quasiment disparu des écrans radars, on le voit quasiment plus dans aucune émission de télé. Probablement pour plein de raisons, mais probablement du fait de sa personnalité, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui n'était pas lisse. C'est vrai qu'il a été complexe à gérer, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt du personnage, et Ferré à côté de ça a vécu à Duguesclin, au fort du Guesclin, qui est entre Saint-Coulon, entre Saint-Malo et Cancale, à Saint-Coulon. Il a vécu là-bas une dizaine d'années avec sa deuxième femme, qui c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et puis la dernière chose, et c'est ce qui est aussi particulièrement touchant chez Ferré, c'est qu'il a des zones d'ombre, il a des failles, il a très clairement des points d'interrogation. Autant moi je suis complètement admiratif de ce qu'il a créé, autant effectivement sur certains aspects de sa vie ça interroge, mais c'est ça qui fait l'intérêt du personnage, c'est toute cette complexité. Écoute, moi je propose, puisque tu es venu avec ta petite besace et tes CD, je propose qu'on écoute une chanson de Ferré.
On va écouter quoi au juste? Alors, on peut commencer par La mémoire et la mer. C'est une chanson absolument extraordinaire, un texte extraordinaire qui est encore discuté aujourd'hui, 40 ans après. Et ce texte est encore a beaucoup de sens, c'est toute l'écriture de Ferré qui est invraisemblable, qui sur une seule phrase, il y a 4 sens, 5 sens possibles. C'est magnifique. C'est pour moi la plus belle chanson qui n'ait jamais été écrite. Écoutez, chers auditeurs, Erwan nous invite à écouter La mémoire et la mer de Léo Ferré, et on se retrouve juste après, et je vous garantis que cette émission... Braise Folks Radio. Braise Folks Radio. Unidiver, le webzine des actualités culturelles à Rennes et en Bretagne. Unidiver, le magazine sans langue de bois qui tire l'information vers le haut. Unidiver, culture, art, loisirs, santé, psycho, philo, société. Unidiver sur le web, www.unidiver.fr. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, sachez qu'aujourd'hui j'ai un invité de marque. Il s'agit de monsieur Erwan Devez, alias Dechan. Rien que le nom d'artiste déjà, c'est tout un programme, c'est tout un voyage. Tu es vraiment un personnage très atypique, comme je le disais tout à l'heure. Tu as cet aspect politique, ça on le sait, à Dinard, ce que tu as fait à Dinard et ce que tu feras peut-être encore, ça, bon, on n'ira pas dans le détail. Tu as ce côté engagé chez toi et un petit peu aventurier puisque tu as beaucoup voyagé. Et tu as ce côté artiste. Et ces 3 facettes, on va les mettre à nu dans cette émission, Erwan. Tu sais, tu n'as pas le choix maintenant. Bon, si j'ai pas le choix, donc on va être obligé de s'y coller. Là. Alors, raconte-nous. Oui, alors effectivement, atypique, oui, je l'ai entendu toute ma vie, donc peut-être que c'est un peu vrai. Ça me dérange pas du tout, au contraire, même je l'assume. Ça me va très bien. Ça me va très bien de pas être classé quelque part. Ni politiquement, ni artistiquement, sur tous les sujets. Je pense que c'est bien de ne pas se réduire à une seule chose. Dans une vie, voilà, une vie, elle est faite de plein de choses. C'est une forme d'intelligence en même temps, en toute modestie. De s'ouvrir au monde. En tout cas, c'est une forme d'esprit. Voilà, c'est une forme d'esprit, c'est une forme effectivement, de vouloir s'ouvrir à tout, de vouloir essayer aussi. Moi, c'était pas du tout prévu. La plupart des choses que j'ai faites n'ont jamais été prévues. Jamais j'ai prévu à 20 ans de me retrouver en Afghanistan sous les bombes. Jamais à 30 ans, j'avais prévu de me retrouver avec des toiles la nuit en train de peindre comme un forcené. Et jamais, 10 ans après, j'avais... Dis-le. À 46 ans, te retrouver à la mairie de Dinard. Oui, ça c'était pas du tout prévu non plus. C'était pas du tout prévu, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui, en tout cas, moi je vis pour ça. Je vis pour avoir des émotions. Je vis aussi pour être utile. Et ça c'est très important avec la peinture. Moi je dis souvent, je marche sur 2 jambes. D'un côté la création, la peinture, qui est un univers qui est clos, qui est assez introspectif, mais qui est après dans l'échange. Une fois que la création a fait, il est dans l'échange, et c'est un merveilleux vecteur d'échange, la peinture. D'autant qu'elle t'appartient plus après la peinture, d'une certaine façon, parce que toi tu as une vision objective ou non de ton œuvre, le public a sa propre vision de ta toile. Et c'est ce qui est beau. Et il faut pas imposer sa propre vision. C'est-à-dire que on crée et après les gens s'approprient ou le ressentent. On peint pour ressentir et pour faire ressentir. Voilà. C'est comme la chanson. C'est comme la chanson, c'est comme tous les arts. L'important, c'est ça, c'est l'émotion. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Il n'y a pas besoin. Il faut dégager tout cela. Seul compte l'émotion pure. Donc ça c'est la base. Hopper disait que si on pouvait le dire avec des mots, il y aurait aucune raison de le peindre. Et c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que moi, au travers de la peinture, j'entre dans un nouveau langage, c'est-à-dire un langage qui n'est pas fait de mots, un langage qui est fait d'émotions, qui parle plus à l'âme, ou en tout cas à peut-être moins au cortex cérébral. Et ça c'est très important. Et ça c'est un pilier de ma vie
Et puis l'autre pilier, c'est effectivement essayer d'être utile à quelque chose, d'être utile à la collectivité, de donner du sens à sa vie. Et peut-être finalement, en résumant, je dirais que peindre me permet de rechercher du sens et être utile me permet d'en trouver. Voilà. Tu m'as confié tout à l'heure en privé, tu m'as confié certaines anecdotes relatives à ton expérience avec la guerre, avec la Croix-Rouge. Tu m'as parlé des talibans tout à l'heure. Est-ce que tu nous autorises à dévoiler un petit peu ces quelques parenthèses de ta vie? Oui, alors c'est le hasard qui fait après avec le temps, on se rend compte on était là à un moment clé, mais quand on le vit, en fait, on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. Et donc j'étais en Afghanistan en 95-96. Et à l'époque, il y a un mouvement qui s'est créé que l'on connaissait pas, que l'on maîtrisait pas. On se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce mouvement, ce sont les talibans. Et le hasard fait que en fait la première prison qui a été prise par les talibans, donc qui est devenue aux mains des talibans, avec mon équipe à l'époque, donc on l'a visité. Ça a été un souvenir terrible, absolument terrible, et c'est fou de faire le lien maintenant. C'était en 95, donc ça fait plus de 20 ans, de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on vit aujourd'hui à Paris, en France et partout dans le monde. C'est vrai que ça me touche particulièrement. Ça me touche d'autant plus que j'ai connu l'Afghanistan, j'y ai vécu, j'y ai habité, j'y ai rencontré des gens fantastiques. J'y ai rencontré des gens qui m'ont parlé, des hommes, des Afghans qui m'ont parlé des femmes comme jamais j'ai entendu parler des femmes. Donc il faut aller au-delà de tous les stéréotypes que l'on a. C'est un pays extraordinaire, l'Afghanistan, extraordinaire. Alors, les stéréotypes sont un petit peu la nourriture des obscurantismes. Oui, le problème de fond et de base aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme confusion en fait qui règne autour de tout. C'est-à-dire que on appelle Daesh et leurs sbires et leurs dérivés, on les appelle des islamistes. On devrait plutôt les appeler ce sont des gens qui instrumentalisent la religion à des fins purement idéologiques et aussi de convenance personnelle. Donc il faut arrêter de se référer à la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion. On a nous aussi connu avec notre propre religion dans les siècles passés des dérives absolues. Donc là, encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même avoir à l'esprit, par exemple, que les premières victimes de Daesh sont les musulmans. Il faut garder ça en tête. Donc c'est absolument pas un affrontement où ça doit pas être présenté comme ça, puisque c'est le piège que Daesh nous pose, c'est-à-dire un affrontement chrétien, musulman, etc., pour mettre le feu dans chaque pays occidental. Donc il faut absolument pas tomber dans ce piège-là. Il est énormissime, le piège. Il faut soutenir du fond du cœur et comme on peut, il faut soutenir les musulmans éclairés qui représentent une majorité du monde musulman. Et ne pas faire d'amalgame. Non. Et on est dans un monde où on aime les amalgames, on aime l'instantanéité, on aime les raccourcis. On a des télés 24 heures sur 24 qui rabâchent les oreilles en permanence de choses qui sont insuffisamment pensées, réfléchies. Il faut prendre le temps de connaître. Il faut prendre le temps d'aller vers l'autre, il faut essayer de comprendre l'autre. Je pense qu'on manque probablement d'empathie. Je vous avais dit que cette émission ne serait pas ordinaire en présence d'Erwan. Erwan, pourquoi avoir fait le choix de Paname, la chanson de Léo Ferré? Pourquoi ce choix-là? Alors, bon, premièrement, par rapport à l'admiration que j'ai pour Ferré, et puis deuxièmement, c'est Paname, par rapport à ce qui se passe et ce qui s'est passé cette année, l'année précédente, 2015, particulièrement chargée. C'est une chanson qui rappelle ce qu'est Paris et ce que doit rester Paris. On vous offre Paname. Res Folks Radio.
intervient en psychothérapie, sexothérapie, art-thérapie et hypnose au 48 boulevard Jules Verger à Dinard. Téléphone 06 47 07 96 Bienvenue 48. sur Un invité sur la braise, votre émission animée par votre humble serviteur Havel. Aujourd'hui, Erwan Devez est en notre compagnie. Erwan, qui se fait appeler également Dechan, c'est son nom d'artiste. Erwan vient de nous offrir une très belle chanson de Léo Ferré, parce qu'il est fan de Léo Ferré. Il vient de nous offrir Paname. Et justement, au sujet de Paname, je crois que tu as une anecdote à nous confier. Oui, c'est une histoire en fait qui fait le lien avec mes différentes vies. Et comme je crois beaucoup aux signes dans la vie et les signes qui peuvent nous arriver comme ça, je suis très sensible à ça. Et en fait, c'est une histoire qui est assez drôle. Quand j'étais dans l'humanitaire, en fait, j'allais fréquemment au centre de conférences internationales qui était tenu par le ministère des Affaires étrangères, où il y avait des conférences internationales sur un certain nombre de problématiques de paix, etc., etc. Et puis, donc ça remonte à une vingtaine d'années. Et en fait, il y a 2 ans, je suis retourné dans ce lieu, mais alors pour des raisons complètement différentes. Il se trouve que ce lieu, en fait, depuis, a été racheté par un groupe d'investisseurs pour faire un très beau palace qui s'appelle le Peninsula Paris. Et il se trouve que j'ai eu la grande chance, en fait, d'être retenu par ce palace pour accueillir quelques toiles. Donc, en fait, je suis devenu, le Peninsula est devenu, en fait, un client, donc, il y a 2 ans, en fait, dont je leur ai livré quelques toiles pour leur suite. Et quand je suis allé là-bas, bon, évidemment, maintenant, tout a changé. C'est devenu un hôtel très, très luxueux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y avait quand même un petit signe du destin, de me retrouver dans les mêmes lieux à 20 ans d'intervalle, pour y placer des toiles, alors que évidemment rien ne me prédisposait à ça, et c'est un énorme coup de chance. Enfin. D'accord, et justement je rebondis en posant la question qui est la suivante. Tu comptes combien d'œuvres à ton actif, en gros ? Alors, j'ai dû peindre entre 100 et 200 toiles à peu près. Oui, en effet, ouais. Bon, ça n'a pas été linéaire. C'est-à-dire que quand j'étais en mission, j'ai peint pas mal. J'ai pas pu tout ramener, malheureusement, parce que suivant les pays où j'étais, c'était pas si simple que ça. Et puis après, j'ai arrêté de peindre. Pendant un moment, j'ai arrêté de peindre parce que j'avais des obligations professionnelles et que c'était pas simple. J'ai repris, je n'ai fait que cela pendant une période. Ensuite, quand je suis revenu sur Dinard et quand je me suis investi en politique, j'ai arrêté de nouveau de peindre parce que la politique c'est 7 jours sur 7 et c'était un boulot de fou. Donc voilà, c'est toujours là de toute façon et ce sera toujours là jusqu'à la fin, la peinture. Et puis après j'essaye comme je disais tout à l'heure, j'essaye de marier ça en fait avec une activité où je peux être utile. Donc c'est toujours le pendant entre les deux et l'un nourrit l'autre et vice versa. D'accord. Tu vas peut-être me trouver un petit peu curieux. Bon, on connaît en tout cas pour les Dinardais, on sait pour qui tu travaillais, hein, donc pour l'Amérique Dinard, n'est-ce pas? Pourquoi tu ris? Qu'en est-il aujourd'hui, Erwan? Bon, alors, en 2 mots par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je suis comme pas mal de gens, je pense à Dinard, c'est que je suis déçu. Je pense qu'il y a certains sentiments. On peut légitimement se sentir un petit peu désabusé par ce qui se passe, mais ce qui me frappe beaucoup, et il faut être positif. Donc, ce qui me frappe beaucoup, c'est en fait l'écart actuellement qui existe entre le secteur privé à Dinard, qui est fantastique, qui fait plein de choses. Il y a des acteurs on peut parler du concours hippique mené de main de maître par Daniel Mars et son fils, on peut parler d'Yann Bucaille qui fait des choses exceptionnelles, on peut parler de la Thalassa qui a des récompenses tous les mois en ce moment. Le secteur privé, les associations, etc. est extrêmement productif, extrêmement inventif, et t'en es d'ailleurs une expression.
Donc ça, je trouve ça fantastique. À côté de ça, c'est vrai que ce qui se passe dans la chronique municipale depuis 2 ans est regrettable, et plus que regrettable. Bon, c'est ainsi. Voilà. Pour l'instant, c'est ainsi. Voilà. On a une chance fantastique à Dinard, c'est que pour une ville de 10 000 habitants, on a un potentiel incroyable, on a un pouvoir d'attraction incroyable. Il n'y a certainement pas une autre ville en France de 10 000 habitants qui attire autant. Il suffit de se promener partout dans Dinard. De toute façon, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un joyau. On le ressent encore plus quand on est parti à l'étranger pendant longtemps. On revient là, il suffit d'aller prendre un café sur la terrasse de la Thalassa, c'est jamais pareil. On peut faire ça pendant 50 ans, ce sera jamais pareil. On passe le barrage de la Rance, c'est un moment de grâce. Dinard a une attraction sur les gens, d'ailleurs. À travers la radio, on est écouté jusqu'au Vietnam dans une chaîne d'hôtels qui diffuse, et d'ailleurs je les remercie, ils diffusent notre radio parce que nous sommes à Dinard. Voilà, Dinard a un attrait tellement particulier. Oui, en tout cas c'est un lieu magique. Donc il faut avoir ça en tête. C'est un lieu qui a attiré tellement de gens extraordinaires. Donc et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini, et l'avenir est devant, et les péripéties que l'on peut vivre aujourd'hui seront reléguées bien vite, et on passera très vite à autre chose. D'accord. Très bien. Alors, tu nous invites à écouter quel titre de Léo Ferré? Parce que je vous avertis, c'est que du Léo Ferré que nous allons écouter dans cette émission consacrée à Erwan Devez, alias Dechan. Alors là, une autre chanson qui est magnifique de Léo Ferré, c'est Tu penses à quoi? Juste un mot, c'est vrai que j'ai choisi de ne mettre que du Léo Ferré. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu plombant à la longue, mais je voudrais juste dire un mot sur Léo Ferré, quand même, je ne comprends pas, en fait, l'injustice qui lui a été faite, c'est-à-dire encore une fois, il a disparu complètement, on l'entend plus à la télé, on l'entend un petit peu à la radio. C'est pour moi une anomalie de l'histoire, Je crois qu'il n'est pas le seul à être traité de cette façon-là. Je prends l'exemple de Claude Nougaro qu'on n'entend plus non plus. Ouais, c'est vrai. Nougaro qui était quand même une pointeur aussi dans son domaine musical. Hein. Ouais. Mais il y en a d'autres qui passent aux oubliettes, quoi. C'est tragique parce que c'est du patrimoine tout ça. Oui, ce sont des gens qui étaient sincèrement engagés, qui ont vécu pour leurs idées, qui auraient pu avoir des carrières beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus fructueuses financièrement parlant. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de concessions, ou peu de concessions. C'est assez rare aujourd'hui. Eh bien, on va écouter. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Brezza Art Concept, développement et promotion de la créativité artistique, art, musique, communication, créativité, pédagogie, atelier chant et aide à l'écriture et composition, musique assistée par ordinateur, animations et productions musicales. Contact 06 30 12 38 74 et 09 99 80 06 64. Email brezartconcept@yahoo.fr. Erwan Devez, alias Dechan, un invité sur la Bred, sur Brass Fox Radio. Eh bien, je me régale à t'interviewer. Franchement, je me régale. T'es un livre. À toi tout seul, jeune homme. Ah oui. Et vous le voyez, parce que là, évidemment, on n'a pas l'image, mais moi je le vois, et c'est un jeune homme. Erwan, comment travailles-tu la peinture? À l'heure actuelle, quelle est ta façon de travailler? Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, j'ai peint beaucoup, et je continue à peindre beaucoup la nuit.
parce qu'il y a une électricité la nuit qui n'existe pas pendant le jour, parce qu'il y a une densité la nuit, parce qu'il y a un silence, donc pendant très longtemps j'ai peint la nuit, j'ai peint accompagné, je choisissais en fait la musique en fonction de mon énergie, c'est-à-dire que je pouvais passer de Wagner à Ferré, justement, dont on parlait tout à l'heure, où c'est très important, c'est extrêmement important, puisque c'est une espèce de conditionnement, c'est-à-dire que je me nourris de la musique, d'une atmosphère, d'un environnement, et ensuite je commence à peindre. Comme je te le disais tout à l'heure, la dimension physique est très présente. Donc je peins comme ça, même avec mes couteaux, à même la toile, avec ma peinture, etc. Tu as une blouse ou tu peins nu? Non. Alors j'ai surtout pas de blouse. Je passe mon temps à foutre en l'air mes jeans, etc. Parce que quand ça me prend, évidemment, il est pas question d'aller perdre son temps, d'aller se changer. Et puis une blouse et puis quoi encore. Donc non, je peins comme ça. Et puis c'est comme ça. Parce que j'ai connu un peintre qui faisait ça en tutu. non plus. non plus, mais voilà, c'est à l'instinct, c'est assez animal cette affaire-là. Et je peux peindre jusqu'au bout de la nuit. Et en fait, je m'arrête par la fatigue souvent. Je m'arrête parfois aussi parce que voilà, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Donc c'est vraiment ça m'arrête assez souvent. Et c'est une espèce de combat. La relation à la toile est une espèce de combat. C'est un dialogue permanent, mais parfois c'est un dialogue qui est un petit peu sauvage. Et c'est les aléas après de la création. On ne sait pas trop pourquoi ça marche pas. Après, peu importe le résultat, mais ce qui est intéressant, c'est que sur une même nuit, par exemple, j'essaye de peindre vite parce que si je prends trop de temps, ça veut dire qu'il y aura pas l'énergie suffisante. Donc il faut que ça. C'est l'instinct qui parle plus que la réflexion. Peut-être. Oui. Il faut absolument que ce soit ça, parce que si je commence à réfléchir trop, la réflexion va prendre le pas sur l'instinct, et là c'est pas bon. Donc il faut que je me laisse guider. On parle toujours de la création, c'est une déconstruction. Il faut une déconstruction mentale, c'est-à-dire que pour sortir du cadre, il faut déconstruire, il faut sortir de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, donc il faut, pour acquérir la liberté de création, c'est très important. Et tu définirais ta peinture comment ? Je la définis pas, parce qu'après en plus ça peut vite devenir. J'aime pas trop les gens qui parlent comme ça, de leur peinture, etc. Je la définis pas. Pour moi, c'est un besoin vital. Donc j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. D'accord. Après, je suis très heureux quand les gens s'approprient ce que je fais. Par exemple, un jour, j'étais chez moi en train de montrer ce que je fais à un type formidable, un célèbre restaurateur du coin, qui est un type extraordinaire, et qui me disait que les verticalités que je fais souvent dans mon travail, donc ces fameuses lignes blanches, je lui rappelle les mâts des bateaux qu'il voit au loin quand il est sur la mer, et c'est un amoureux de la mer, et il est toujours sur la mer. Et jamais j'irais penser à ça. Moi, c'était pas du tout dans cet esprit-là, mais justement, je trouve ça très bien. Je trouve extrêmement important de ne pas imposer son regard à l'autre. Je trouve très important quand l'autre s'approprie la toile et la fait sienne. Bien et sûr. Surtout par rapport à mon parcours, parce que si je commence à parler de la guerre, à parler des cicatrices, à parler etc., ça prend trop de place. Tu es un artiste brut. Oui. En tout cas, je veux effectivement. Tu n'es pas une brute, c'est pas ce que j'ai dit. Encore que je ne sais pas. Ce qui est important, c'est un langage, c'est une façon d'échanger. Ce qui est formidable, par exemple, avec la peinture, c'est que je peux avoir quelqu'un chez moi que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais parlé, etc. Il va regarder ce que je fais, et si ça l'intéresse, si ça le touche, on va éliminer peut-être 2 ans de conversation lambda qui ne servent à rien, et on va aller à l'essentiel. D'accord. Et sur l'essentiel, sur lui, sur moi, etc. Et c'est magique à ce niveau-là.
Et au niveau du panel des couleurs, tu utilises toutes les couleurs ou tu te cibles un genre Oui, alors j'ai 4-5 couleurs de base quand même que je retravaille toujours. J'ai le noir, le rouge, le bleu, en particulier le gris. Ça c'est vraiment mes couleurs fétiches, et le blanc. Mais chaque couleur en fait, je sais avant de commencer une session de peinture quelle couleur je vais travailler, parce que chaque couleur en fait est très spécifique. D'accord. Si je suis dans le rouge c'est tout de suite ça reste comment dire c'est très particulier de travailler le rouge. Il y a une énergie tout de suite vitale, il y a une espèce de sensualité, il y a une espèce donc le rouge on est beaucoup dans l'immédiat. Si je suis dans le noir on peut s'y perdre. Des artistes très célèbres et très connus y ont consacré leur vie, comme Soulage, etc. Moi, je dois dire, à mon petit niveau au départ, ça m'avait toujours surpris que, par exemple, un Soulage dédie sa vie au noir après avoir commencé de façon plus classique. Et en fait, c'est infini. C'est vrai que quand on plonge dans le noir, en fait, on plonge dans un autre monde et on peut y consacrer. Et parmi ce panel de couleurs que tu viens de nous décrire, est-ce qu'il y en a une parmi ces 4 couleurs qui domine? En ce moment, c'est le bleu. C'est le bleu en ce moment. Les bleus retravaillés, etc. J'ai l'impression que quand je travaille des bleus, le bleu, que c'est un raccourci vers l'âme. Donc là, je pense qu'on parle des bleus de l'âme, hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi, on sait très bien que de toute façon, les couleurs ont un langage et expriment un certain nombre de choses. Si demain tu t'habilles en noir, tu auras pas forcément la même humeur que si tu vas t'habiller en rouge ou en bleu ciel. Donc, les couleurs interagissent avec les gens. Et je me suis aussi aperçu d'un truc assez marrant, c'est que quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, je retranscris immédiatement ou dans la nuit une couleur. Donc, chaque personne a une couleur. D'accord. Et je réagis maintenant, c'est devenu un réflexe en fait. Et là, par exemple, on s'est vu là aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Demain, tu auras ta couleur. Écoute, tu me diras ça en message privé. Voilà. Et j'avais encore une question à te poser concernant la peinture. Aujourd'hui, on peut voir tes toiles où? Alors là, pour l'instant, j'ai commencé à mettre un triptyque en fait à la Thalassa depuis quelques jours. Thalassa qui m'a gentiment accueilli avec un triptyque en fait aux couleurs de notre drapeau national que j'ai conçu pendant les événements. Mais je me permets de te couper. Je remercie au passage la Thalassa d'avoir reçu ton œuvre et le journal qui a publié. C'est grâce à la presse. Hein, ouais. Que j'ai appris que tu étais peintre et c'est ce qui m'a donné envie de t'inviter en fait. Donc tu vois, c'est toujours un effet boule de neige. Oui, c'est très bien de les remercier parce que c'est la Thalassa et c'est Ouest France en l'occurrence, hein. Et l'un comme l'autre. Bonjour Yves-Marie. Voilà, Yves-Marie et Marie-Claire. Et l'un comme l'autre font un super boulot, je trouve, pour Dinard. Mais ils sont prévus aussi sur BFR, il y a des chances. Et c'est très bien, et surtout, peut-être il y a un petit mot quand même sur la presse et la liberté de la presse. J'étais très marqué, et y compris quand j'étais en fonction, par les commentaires récurrents sur la presse. Il faut pas se tromper, le boulot de la presse, c'est de restituer, c'est de proposer, c'est d'éclairer. Donc on ne peut pas reprocher à la presse de faire son travail, et y compris quand j'étais en fonction, parfois la presse a pas été dure, et c'est son boulot, et pour avoir vécu dans X pays, dans X dictatures où on torturait des journalistes, où on assassinait des journalistes, il faut pas perdre ça de vue. Il faut se féliciter d'avoir une presse qui fasse son métier en France et à Dinard. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore sur la peinture, Erwan ? Alors, par rapport à ta question aussi, à partir du 15 février, je vais exposer en fait à Ecodia. Ecodia, c'est une pépinière d'entreprise à Dinan, qui m'a très gentiment sollicité il y a avant Noël, et en fait là j'exposerai alors là probablement une vingtaine de tableaux, 25 tableaux. En fait, c'est les gens qui te sollicitent plus que tu ne les sollicites. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est aussi le
le fruit d'opportunités. Et puis c'est aussi, parfois on peut rebondir d'une chose sur l'autre. Donc, est-ce qu'on peut voir tes toiles sur Internet ou à alors quel site? on peut, oui, bien sûr, on peut sur Internet. Donc mon site c'est www.decan.ch. D'accord, très bien. decan.ch, donc sur mon site. Et puis tout simplement, si des gens sont intéressés, ils me contactent via mon site et puis on prend un café. Et puis je trouve très important moi ces moments aussi de Tout à fait. Et puis tu es voilà. tu es une personne vraiment abordable, hein, il y a aucun Oui, souci oui, là-dessus. oui. Je vous garantis qu'il est abordable. Ce jeune homme, il va nous offrir un quatrième titre. Oui, alors quatrième titre de Ferré, ça s'appelle 20 ans. C'est une chanson qui est très importante parce que c'est une chanson qui explique combien à 20 ans on doit être plein d'énergie, on doit être plein de projets, on doit être plein de force. Et en particulier dans cette période qui est si troublée, mes enfants grandissent, ils vont dans quelques années, ils auront cet âge-là, et si j'ai un message à leur donner, c'est justement d'avoir cette force vitale et de se battre et de faire des choses aujourd'hui plus que jamais. Très bien. Et puis, avant de terminer cette émission, quels sont tes vœux? Parce que nous sommes encore en janvier. Donc, je suis en droit de te demander les vœux 2016. Je vais peut-être partir du très général pour aller au spécifique. Bien sûr. Pour la planète, même si je suis engagé et très volontaire, je suis extrêmement inquiet par ce qui se passe. Je pense qu'on ne peut être que inquiet par ce qui se passe. L'évolution du monde actuellement est assez consternante, est assez difficile à décrypter. Plus que jamais, je pense qu'il faut se mobiliser. Plus que jamais, il faut aller vers la compréhension de l'autre, refuser les facilités d'exclusion, de condamnation, etc. Non, il faut comprendre, il faut aller vers cela. Il n'y a que cela qui pourra nous permettre de sortir du cycle infernal dans lequel on semble être, et ne jamais oublier l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, et on l'a déjà vécu. La période que l'on vit actuellement, on l'a déjà vécu dans les années 1900, 1910, dans les années 30, etc. Donc il faut faire très attention. Le pire n'est jamais sûr, mais on s'en rapproche. Donc il faut là un vrai mouvement qui commence par être un mouvement citoyen. Au niveau mondial, alors évidemment, à la fin de l'année, on a eu aussi quand même toute la conférence, la COP21, etc., qui a marqué quand même une avancée. Donc ça, au moins, voilà, si on peut formuler des vœux, c'est de continuer, même si on est bien d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais seuls ceux qui n'essaient pas ne réussissent pas. Donc il faut tous les combats qui sont pas menés sont perdus d'avance. Donc il faut continuer à se battre. Donc ça, c'était un peu au niveau de la planète, au niveau du monde, au niveau de la France et au niveau de notre fantastique ville. Au niveau au niveau français, même chose. L'évolution politique de notre pays, moi, m'inquiète terriblement. Je pense encore une fois qu'il faut aller vers la compréhension de ce qui se passe. Il faut aller aussi vers la compréhension du pourquoi de ce qui amène autant de gens à voter comme ci comme ça. C'est pas anodin. Il y a un devoir maintenant incroyable d'exemplarité de la classe politique. Ça suffit. Je veux dire, ça suffit ce qui se passe. C'est intenable. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, politiquement, je ne comprends pas aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi des gens comme Juppé, Valls, etc. ne peuvent pas travailler ensemble. C'est simplement une logique de parti qui font qu'ils ne travaillent pas ensemble. Tous les gens de bonne volonté devraient aujourd'hui travailler ensemble. C'est vrai en France comme c'est vrai pour Dinard. Et donc là, les vœux que je formule pour Dinard, c'est des projets. Moi, j'aime pas voir ma ville dans les tribunaux, dans les prétoires. J'aime bien voir ma ville sur site, sur projet, à créer des choses. Donc, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mes vœux, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup de choses positives, c'est beaucoup d'énergie positive, et c'est de se battre sur l'essentiel.
aussi de se rassembler. Cette ville doit, un jour ou l'autre, elle doit se rassembler. Ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'on voit depuis 2 ans n'est pas tenable. Je n'aime pas ce que l'on dit de Dinard à l'extérieur. Donc ça, il faut que ça change. En tout cas, le secteur privé contrebalance un petit peu ce qui se passe, heureusement. Oui, heureusement. Et moi, je dois dire, peut-être les 2 choses qui m'ont le plus marqué, moi, pendant l'année que j'ai passée à la mairie, c'est d'une part le fait d'avoir découvert la fonction publique territoriale et les salariés de la mairie, qui sont des gens engagés, qui bossent, qui, après, on peut tout dire de tout. Je veux dire, on est tous perfectibles et toute situation et toute organisation est perfectible. Mais ce sont des gens qui sont impliqués, qui ont envie de bien faire et qui ont envie d'avoir les conditions optimales pour travailler. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu un plaisir fou à travailler avec les partenaires. On a cité tout à l'heure Castelbrac, on a cité le CSI, on a cité la Thalassa, on a cité le milieu associatif. Je pourrais citer ce qui reste un souvenir formidable pour moi, ce sont la sécurisation des abords du collège. Voilà la politique comme on devrait la faire. On était tous autour de la table, on avait tous envie que la situation s'arrange et que nos enfants soient plus en sécurité. On a fait un super boulot. On n'était pas là personne n'était là pour tirer la couverture. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut maintenant insuffler à cette ville, c'est que on doit tous travailler dans le même sens. On a quand même la chance de vivre dans un écrin extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une chance fabuleuse de pouvoir vivre ici. Ne la gâchons pas. Ne la gâchons pas et tirons tout ça vers le haut. Eh bien, chers auditeurs, quelle interview, n'est-ce pas? Et moi, je voudrais juste te dire une chose, c'est que donc j'ai suivi de loin, j'ai suivi un peu ça sur les réseaux, etc. J'ai compris que tu allais créer, voilà, avec Éric Pierre et avec quelques autres, donc cette radio. Je trouve que c'est une super idée et pour avoir été expatrié moi pendant longtemps, j'aurais adoré. Au fin fond de l'Afghanistan ou je ne sais où, j'aurais adoré avoir accès à un tel média. Donc longue vie à ce projet. Bravo. Il va falloir se battre parce que de toute façon rien ne sera acquis. On se bat tous les jours, tu sais. Mais c'est bien. Et ça peut être aussi, je pense, ça peut être un vecteur, une radio comme ça peut être un vecteur de rassemblement, d'énergie positive. Il y a plein de gens qui vont venir s'exprimer chez toi. Ça rebondira sur plein de choses. En tout cas, ils sont le bienvenu et je suis aussi abordable que toi. Eh bien, moi, je peux dire à toute personne intéressée qu'en tout cas, c'est très sympathique et qu'il faut absolument se dépêcher de venir te voir. Bon, mais écoutez, chers auditeurs, moi je vous dis à très prochainement dans cette émission bientôt culte, un invité sur la braise.